Un Premier ministre qui a 6 mandats, ce n'est pas légitime. Vous la connaissez certainement cette remarque? Comment et pourquoi on en est arrivé là? Je vous en parle tout de suite sur Mishkan. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer. Bonjour à tous, alors en cette période de Slichot, on en profite pour faire le point sur des sujets de fond. Et l'un des sujets politiques les plus importants de l'année qui vient de s'écouler, c'est évidemment la formation du gouvernement Bennett-Lapid et le déchirement que cela a provoqué au sein de la droite israélienne notamment. Plus qu'une querelle sur l'identité du chef, cette division révèle des mutations importantes au sein de la politique israélienne. On fait le point. Et donc tout d'abord la question du nombre de mandats. Pour beaucoup, Naftali Bennett n'est pas légitime en tant que Premier ministre parce qu'il n'est qu'à la tête d'un petit parti de 7 mandats, en tout et pour tout, dont un, le député Amichai Shikli, a même fait scission. Donc du coup, c'est 6 députés et Bennett dépend entièrement de ses partenaires de coalition et ne possède pas de large base électorale comme la plupart des premiers ministres avant lui. Certains y voient un dévoiement du principe démocratique même. Un Premier ministre que le peuple n'a pas choisi, disent-ils. Sauf que, oui, ce n'est pas le peuple qui choisit le Premier ministre en Israël. C'est la Knesset. Le peuple, lui, ne choisit même pas ses députés directement puisqu'il n'y a pas de circonscription en Israël, comme vous le savez, mais le peuple vote pour des partis qui ont, eux, établi une liste électorale présentant leurs candidats. Certains partis dits démocratiques, justement, ont des primaires qui permettent à leurs adhérents d'avoir leur mot à dire sur la composition de ces listes, mais pas tous. Donc en fin de compte, les Israéliens ne votent ni pour leurs députés directement, ni pour leur Premier ministre, puisque celui-ci est désigné par la Knesset. En effet, après chaque scrutin, comme vous le savez, les différents partis se rendent chez le président et recommandent à celui-ci le candidat de leur choix. C'est la plupart du temps un chef de parti et un chef de grand parti, mais théoriquement, cela peut être n'importe quel député sur les 120. Et c'est là en fait que le bât blesse. En plus de tout ça, Israël a un système de proportionnel. Il faut très peu de voix pour entrer à la Knesset, ce qui favorise, vous le savez, une multitude de petits partis. Les Israéliens ont donc l'habitude d'avoir le choix entre des tas de partis très proches les uns des autres idéologiquement parlant, parfois, mais représentant chacun une sensibilité particulière qui leur correspond. On pense par exemple à Avoda ou à Meretz, ou au sionisme religieux à Yamina jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ou encore aux partis ultra-orthodoxes entre eux. Quand vous expliquez à un Israélien, par exemple, qu'en France, il peut y avoir 49% d'une circonscription qui a voté pour un candidat, si le candidat d'en face obtient 51% des voix, c'est lui qui sera député et donc la moitié de la circonscription ne se verra pas vraiment représentée à l'Assemblée. Cet Israélien vous répondra « mais c'est pas démocratique, ces voix sont parties à la poubelle ». Car l'Israélien est habitué, sauf si son parti est vraiment minuscule et ne dépasse pas le seuil d'éligibilité, pourtant bas, vous le savez, à se voir représenté à la Knesset par le parti de son choix, même s'il s'agit de 4 mandats en tout et pour tout. Dans son nouveau livre sur la politique israélienne, le journaliste Amit Segal explique comment tout ça s'est passé. David Ben-Gurion, père de l'État, a dû rapidement mettre en place la méthode électorale en 1949 alors que la guerre d'indépendance était à peine terminée. Hors de question donc de faire des circonscriptions. Dans certaines régions, on se bat encore. Le vote local est trop compliqué à mettre en place logistiquement. Et pour le seuil d'éligibilité, c'était bien simple. Tout le monde avait en mémoire l'Altalena. Et oui, où des juifs avaient tiré sur d'autres juifs. Il fallait donc absolument donner à chacun une voix et une représentation afin d'éviter de jeter de l'huile sur le feu et de voir les choses s'envenimer. Amit Segal écrit que très rapidement Ben-Gurion se rend compte de son erreur. Tous ces petits partis pouvaient faire monter les enchères pour siéger au gouvernement et avoir des exigences pas du tout proportionnelles à leur taille, comme par exemple les plus gros portefeuilles ministériels. Et c'est ce qui est arrivé très vite. Les grands partis dépendaient des petits et on ne savait jamais quel député indépendant n'allait pas faire capoter des votes importants, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Dans les années 70 et 80, écrit toujours Segal, les Israéliens manifestent contre ce qu'ils voient comme des corrompus, des députés aux partis minuscules qui exigent des postes toujours plus importants en échange de leur coopération. Mais alors que chacun comprend le problème, aucune Knesset ne parvient à changer la donne. Peut-être parce que la mentalité israélienne où chacun se veut directeur, manager, responsable, dans cette mentalité, il est trop difficile de renoncer à être représenté exactement par le parti que l'on souhaite.
Et donc, théoriquement, depuis la création de l'État, un parti de 6 à 7 mandats peut obtenir la tête du gouvernement pour peu que les autres factions acceptent le marché. Il fallait probablement l'audace, et certains diraient la prétention d'un Naftali Bennett habitué à jouer le tout pour le tout dans le monde fou de la high-tech, mais c'était potentiellement possible dès le départ. Alors après tout ça, est-ce qu'Israël arrivera enfin à ajuster son régime parlementaire ? On continue d'en parler la semaine prochaine, ce n'est pas le seul problème de la politique israélienne. D'ici là, je vous dis Gmar Khatima Tova. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer.